Bonjour Laurent Lescure, Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes ministre délégué chargé de l'industrie, de l'énergie. Vous êtes candidat par ailleurs pour les législatives qui arrivent, tout comme Éric Coquerel. Bonjour Monsieur Coquerel, bienvenue. Vous étiez président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté de venir débattre ce matin, dans le calme, pour que tout soit évidemment le plus clair possible pour nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté de venir parler d'industrie, d'emploi, de dette. Ce sont des sujets qui sont extrêmement importants. Je voudrais pour commencer rebondir sur le sujet que nous évoquions avec nos experts il y a quelques secondes. Les patrons se disent inquiets, Monsieur Coquerel. Alors, les petits patrons votent Rassemblement national selon les études d'IFOP fiduciaire à 41%, mais les grands patrons renvoient un peu dos à dos le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Comment est-ce que vous réagissez à cela ? J'aurais déjà rassuré les petits patrons dont vous parlez. Voilà, moi j'étais petit patron, j'ai une petite boîte. Je crois que... Comment ? C'était quoi ? Je m'occupais de communication sportive, mais qu'importe. Notre programme n'est absolument pas tourné sur tous ceux qui produisent des richesses dans ce pays, que ce soit les salariés, les artisans ou les PME, TPE. Il vise à faire en sorte d'aller récupérer effectivement une partie des fortunes qui ont été accumulées, on va dire en gros par la rente financière, d'accord, qui par exemple a fait qu'entre 2017 et 2023, les dividendes et rachats d'actions du CAC 40, c'est-à-dire la part de profit non investie, qui ne favorise pas l'emploi, qui ne favorise pas une entreprise, mais qui va dans les poches des actionnaires, ont doublé, sont passés de 50 à 98 milliards d'euros grâce aux cadeaux fiscaux, à la protection du capital que représente par exemple la flat tax, la suppression de l'ISF. Donc nous, notre programme, c'est ça. On va récupérer une partie de cet argent qui a été accumulé, qui ne sert pas à l'économie, pour le reverser du côté de l'économie par deux manières. Les salaires, en augmentant les salaires, et en même temps, la question, j'allais dire, de se donner des marges de manœuvre en termes de dépenses publiques, notamment pour la transition écologique, l'éducation, mais toujours sur les la patrons, santé. Monsieur Coquerel, ça veut dire que l'argent que vous prenez chez les très très riches va aider à subventionner les petits pour qu'ils augmentent les salaires. L'argent que nous prenons chez les très très riches va se répartir de deux manières. Dans la répartition de la plus-value, c'est un vieux classique économique, par l'augmentation des salaires, par l'augmentation des pensions, et puis d'un autre côté, je vous dis, par le fait de donner un peu plus de marge de manœuvre à l'État, qui pourra ainsi produire des politiques qui, en général, font fonctionner l'économie. Donc ça, c'est une première chose. Et comme je sais que va venir tout de suite l'argument de savoir comment, pour les TPE, PME, notamment celles qui sont soumises à une concurrence forte, on va faire en sorte de passer ce choc de la demande, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 223 milliards d'aides. Ça a complètement explosé depuis 7 ans pour les entreprises. Eh bien, on va regarder ces aides et on va faire en sorte de les répartir véritablement vers ceux qui en ont besoin et pas ceux qui les traduisent en dividendes. Monsieur Lescure, qu'est-ce que vous dites aux petits patrons qui représentent plus de 90% du tissu économique français ? Bon, d'abord, je les écoute. Parce que vous avez dit, effectivement, les grandes entreprises sont très inquiètes du programme du Front dit populaire. Les petites aussi. François Asselin, qui est le patron de la CPME, de la Confédération des petites et moyennes entreprises, s'est exprimé publiquement. Et c'est rare, je le regrette d'ailleurs, que les patrons s'expriment publiquement. Il s'est exprimé publiquement en indiquant que ce programme, il va aller à l'encontre de tout ce qui fait que les entreprises françaises aujourd'hui sont plus compétitives qu'elles l'étaient il y a 5 ou 7 ans. J'entends M. Coquerel qui le répète à l'envi sur les plateaux. Les aides aux entreprises en France, elles sont exceptionnellement hautes. C'est vrai. Et les impôts payés par les entreprises sont aussi, malgré nos efforts, encore exceptionnellement hauts. Donc ce qu'il faut faire, c'est la différence des deux. Quand vous prenez les impôts payés par les entreprises, petites, moyennes et grandes, que vous retirez les aides, qui sont importantes, et je vais y revenir dans une seconde, qui sont déjà, pour une grande partie d'entre elles, conditionnées. Les entreprises françaises payent plus que nulle part ailleurs en Europe. En fait, elles sont numéro 2 derrière les entreprises suédoises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, on fait le choix de l'impôt qui finance un certain nombre de modèles sociaux auxquels on est attaché. Et effectivement, pour assurer la compétitivité des entreprises, les gouvernements successifs, y compris d'ailleurs celui de François Hollande, ont mis en place des aides qui, pour une bonne partie d'entre elles, sont ciblées. France 2030, on en a beaucoup parlé, c'est notre vision de la France de 2030, qui vise à investir, et j'espère qu'on va y revenir, parce que j'ai rien vu là-dessus dans le programme de M. Coquerel, notamment dans la transition écologique. 54 milliards d'euros. Ces 54 milliards d'euros, évidemment, sont conditionnés. Si les entreprises ne font pas des investissements de décarbonation, si les entreprises ne font pas d'investissements d'innovation, ils ne les ont pas. Pardonnez-moi, je voudrais rester sur le sujet des petits patrons qui vous regardent là. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, si la majorité sortante est reconduite, est-ce que quelque chose change dans leur quotidien ou pas ? Bien sûr. D'abord,
ils vont pouvoir mieux rémunérer leurs salariés sans se retrouver plombés par des charges. On dit souvent, augmenter les salaires de 100 €, ça coûte 200, 250 € selon le niveau de salaire auquel vous êtes. 100 €, ça coûte jusqu'à 400 €. Nous, on dit 10 000 € de prime Macron. C'est pas du salaire. Non, c'est de la prime. D'accord. Parce qu'effectivement, on connaît les petits entrepreneurs. On sait que les années où ça va bien, ils souhaitent distribuer. Puis les années où ça va pas bien, on distribue un peu moins. Donc on donne cette flexibilité qui est très importante pour les entrepreneurs de mieux rémunérer leurs salariés sans charge, sans impôt. Quand ça va bien, 10 000 €. Et puis quand ça va moins bien, effectivement, cette prime diminue un peu. Alors je voudrais qu'on se penche sur l'aspect industriel. Quand on regarde les chiffres sur 40 ans, la France a détruit en gros 2 millions d'emplois industriels. Il faut être factuel aussi. Sur 7 ans, le solde, c'est 130 000. 130 000 créations d'emplois et 500 usines, entre ce qui a été détruit et ce qui a été créé. Ça, c'est le solde. Bon, quand on regarde sur 40 ans, on a l'impression que c'est la catastrophe. Quand on le regarde à très courte échelle, on se dit que c'est peut-être pas si mal. Quelles sont les priorités du Front populaire en matière industrielle ? Déjà, la France, elle est passée du 22e rang européen au 27e en matière d'industrialisation. D'accord ? Et effectivement, il y a les créations d'un côté d'entreprises, dont il faudrait voir combien ces entreprises industrielles emploient de personnes et la suppression. 130 000 en net. Donc au niveau des chiffres, on est, y compris les chiffres qu'il faudrait regarder, qui sont les temps pleins et non pas des temps partiels ou des contrats. Il y a plus de CDI qu'il n'y en a jamais eu. Non, c'est pas faux. C'est faux. Si. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut effectivement aider à la réindustrialisation du pays. Qui a été désindustrialisé par des années. Vous vous souvenez, Alcatel, le patron qui à l'époque... Alors qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Donc nous, ce que nous proposons, d'abord, c'est une première chose, aider, par exemple, toujours par cette question de réorientation des aides, toutes les entreprises qui menacent de délocalisation. Aujourd'hui, par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a une entreprise qui s'appelle Emma France, d'accord, qui est sous-traitant de Stellantis. Stellantis décide, c'est-à-dire en réalité c'est quasiment une sous-traitance déguisée parce que c'est quasiment une équivalente filiale puisqu'à 85% ils travaillent pour Stellantis. Et Stellantis, dont vous savez que combien ils ont fait de dividendes l'année dernier et combien le patron de Stellantis s'est augmenté, M. Tavares, a décidé comme ça de rayer cette entreprise de la carte, non pas parce que les produits faits par cette entreprise ne seraient plus nécessaires, mais pour aller les délocaliser de l'autre côté de la Méditerranée, pour profiter de prix de travail plus intéressants et faire encore plus de bénéfices. Eh bien nous disons qu'il faut faire en sorte que ça ne se produise plus. Alors comment vous faites par des aides, par pourquoi pas à un moment donné, dans certains cas de figure, des nationalisations temporaires pour faire en sorte que cet emploi reste, mais il faut mener cette bataille. Ce n'est plus supportable, au nom du fait que nous créerions les emplois de demain, l'industrie moderne, de supprimer l'industrie qui est aujourd'hui sur ce pays. Ça, c'est une première chose. Excusez-moi, sur ce premier point, comment est-ce que vous jugez qu'il faut, pourquoi pas, une nationalisation, comme vous le disiez, parce qu'il y a des plans sociaux tous les jours? Oui, mais quand nous sommes sur une entreprise qui fait des bénéfices, d'accord, et dont le seul tort, c'est de ne pas faire suffisamment de bénéfices par rapport à ce qu'attendent des actionnaires qui estiment aujourd'hui que la rente capitaliste, en dessous de 2 chiffres, c'est plus acceptable, qui est une ineptie d'un point de vue économique, eh bien, ces entreprises-là, il faut faire en sorte qu'elles restent dans le pays en prenant toutes les mesures nécessaires pour le faire. Donc ça, c'est une première chose. Alors, je vous réponds. La deuxième, Monsieur Coquerel, vous allez développer votre deuxième point dans un instant. Sur le premier point, comme ça, Monsieur Lescure vous répond, et on viendra au deuxième point juste après. Comme ça, c'est très clair pour nos téléspectateurs. C'est intéressant. Sur ce premier point. Sur ce premier point. Donc c'est un exemple important. Aujourd'hui, l'industrie automobile, elle est en transition, pour simplifier, du modèle thermique au modèle électrique. On crée des emplois dans les modèles électriques, des dizaines de milliers d'emplois pour des batteries électriques, pour des nouveaux véhicules électriques qui vont être assemblés en France. Effectivement, il y en a qui vont disparaître dans le moteur thermique, et l'accompagnement social des gens qui sont concernés par ça, la formation, la transition, elle est essentielle. Mais face à un exemple comme Emma, qu'est-ce qu'on fait? On nationalise Stellantis, qui, vous le dites, délocalise. On va dépenser des centaines de milliards d'euros pour nationaliser les grandes entreprises globalisées, qui, oui, aujourd'hui font de l'argent, et qui, je le regrette, et souvent on se bat contre ça, mais pas en nationalisant, choisissent de localiser leur production ici. Alors comment vous faites, vous? Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est très simple. C'est votre dossier en plus. Exactement. Quand une entreprise est en difficulté, et je peux vous dire, j'en ai sauvé depuis 2 ans. J'en ai sauvé un paquet. Carlyle à Tourcoing, Duralex. Je suis en train de travailler encore sur la verrerie. Duralex, on va sauver encore. Ben non, je travaille encore, jour et nuit. Arc, on travaille dessus. On a sauvé Metex, qui est cher à votre collègue François Ruffin. Et ça, on l'a fait à 3 conditions. 1,
qu'on ait un actionnaire crédible qui souhaite s'investir à nos côtés. Je ne pense pas que c'est à l'État de gérer les entreprises industrielles. Je ne crois pas aux nationalisations comme modèle de société. Je crois à l'innovation. Et oui, je crois à la libre entreprise. Là-dessus, on n'est pas d'accord. 2, je veux un plan d'affaires crédible. Je veux qu'il y ait des perspectives favorables. Et 3, évidemment, je veux que ce plan d'affaires, il bénéficie à l'emploi et au territoire. Quand on a ces 3 conditions, l'État investit à ses côtés. Je l'ai fait sur Carlyle, à Tourcoing, des poches à perfusion. Vous vous souvenez ? Pendant la crise, on en a manqué. On a sauvé une entreprise à Tourcoing, plus de 300 emplois. Je l'ai fait pour Metex, des centaines d'emplois à Amiens dans la Somme. Je suis en train de le faire. Emma ? Emma, le problème aujourd'hui, c'est que les perspectives de chiffre d'affaires sont extrêmement défavorables. Donc les gens C'est pas qui vous vrai. regardent ce matin, C'est savent une que entreprise Ce que je leur dis à Emma est aujourd'hui dans une procédure judiciaire. Ouais. Ce que je leur dis, c'est que moi je suis là pour les accompagner dans cette les ai même transition, pas reçus qui est une personnellement. transition difficile. Vous le savez, monsieur. Vous m'avez même Monsieur expliqué le Coquerel, jour en commission des je finances reçois. que les salariés, en faisant grève, étaient responsables de l'accélération Ce que je de peux leur dire, transition. monsieur. Alors ça, c'est important. Oui, Parce que c'est ce que important. je peux dire effectivement, Oui. c'est que sur Vous Carlyle, avez effectivement dit ça, il suffit de le sur regarder. Carlyle, sur Metex et sur tant d'entreprises, et sur Emma aussi, moi j'échange avec les organisations syndicales. Et que souvent, les organisations syndicales, c'est important, qui sont attachées à leur outil de travail, décident de ne pas faire grève dans des conditions difficiles pour accompagner la reprise. C'est ce qu'on a fait à Metex, c'est ce qu'on a fait à Quel Carlyle. est le deuxième point que vous Juste Ça a une marché. chose, Le il y deuxième a point que vous voulez 137, développer. il y a 137 ouvertures d'entreprises l'an dernier contre 31 ouvertures seulement de cumul. Non. C'est moins que l'année précédente. Mais non. Si, c'est les chiffres exacts. 201. C'est les chiffres exacts. Et pour vous 176 répondre, moi je trouve que la l'année réponse précédente. c'est faux. La réponse de M. Lescure, elle est éclairante. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, en fait, elle ne fait pas suffisamment de chiffre d'affaires par rapport à son donneur d'ordre. Déjà, qu'il faudrait responsabilité, donc il faudrait avoir une grande loi qui responsabilise en fait ceux qui Nationaliser utilisent la Stellantis. sous-traitance de ce point de vue-là. Elle ne fait pas assez de chiffre d'affaires. C'est pas vrai. Elle fait des bénéfices. Simplement, comme nous sommes dans un système qui nourrit sans arrêt la rente financière et qui estime que la bonne santé d'une économie se lie à travers les cours de la bourse, à travers l'explosion des dividendes, des profits, eh bien, quelque part, on met tout ce qu'il faut en place pour que non seulement Stellantis profite des aides de l'État, profite d'une fiscalité avantageuse pour justement tout ce qui est revenu du capital et puisse en plus se permettre, une fois fait ça, de délocaliser et de partir ailleurs pour faire en sorte de faire encore plus de bénéfices. C'est ça qu'il faut casser. Donc il faut le casser par une fiscalité différente et contrairement à ce que j'ai pu entendre depuis ce week-end, nous n'allons pas imposer les Français. 92% des Français, je leur dis aujourd'hui, ne seront pas plus imposés qu'ils ne sont aujourd'hui. Même certains vont y gagner. Combien Par coûte contre, votre oui, programme, monsieur il faut Coquerel faire en sorte, vous le verrez jeudi, et que c'est beaucoup, et ça n'a aucun rapport avec les chiffres que vous avancez. Mais vous savez une chose, vous avez décidé, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée. Coûte combien votre programme ? Ne me jouez pas le donneur de leçon. Non, je vous pose une question. Monsieur Combien il coûte ? Lescure, en tout cas, il coûtera moins à la France. 150, 200, 300 milliards. Mais aux dernières présidentielles, vous avez annoncé 50 milliards, vous avez fait 133 milliards de dépenses publiques en 2 ans, et vous avez fait un projet de loi de finances fin 2023 qui, 2 mois après, s'est révélé complètement caduc. Alors, s'il vous plaît, etc. on va reprendre le fil de nos échanges pour que ça reprendre. reste clair pour les gens qui nous Je vais reprendre sur regardent, l'industrie. s'il vous plaît. Je vais reprendre l'industrie. Rapidement, Donc, parce que je voudrais que M. Lescure... par la fiscalité, par les commandes de l'État, je vais y venir, qu'ils peuvent faire, nous décidons de prioriser tous ceux qui produisent des richesses dans ce pays et qui n'ont pas simplement comme objectif le fait de nourrir leurs actionnaires, et notamment les plus gros actionnaires, qui se sont enrichis comme jamais depuis 7 ans, de choses qui ne Sur ce point de relocalisation, M. Coquerel, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la production française coûte à la fin plus cher aux consommateurs, que les produits, parce qu'ils sont fabriqués chez nous, coûtent plus cher? Non, il n'y a pas de raison. Une partie des délocalisations a été faite aussi pour ces raisons-là. La France a eu très longtemps la meilleure compétitivité. Nous avons des salariés, des ouvriers absolument qualifiés. Et non, il n'y a pas ce type de risque. Et encore une fois, je le répète, aujourd'hui, alors tout à l'heure j'entendais le ministre vanter ces aides aux entreprises. Aujourd'hui, rendez-vous compte, c'est 223 milliards entre les exonérations et les aides aux entreprises directes. Donc, si vous prenez cet argent et que vous le réorientez vers ces entreprises qui en ont besoin, eh bien, vous verrez, on arrivera à passer ce cap. 200 milliards d'aides, 500 milliards de prélèvements. On a toujours les prélèvements nets les plus élevés d'Europe. Très bien. Sur les réindustrialisations. Alors, nous, on a fait notre estimation à Bosquevo, 300 milliards, votre programme. Mais non, c'est pas vrai. 1%, vous l'avez répété hier. Vous non, mais laissez-moi vous avez en même temps dit que ça coûtait finalement 150 milliards. Arrêtez les fake news. 1% au budget de la culture. C'est très bien, la culture. 23 milliards d'euros.
Il n'y a pas un copec dans ce programme sur la transition écologique. Il n'y a pas un sou. Mais c'est faux. Nous, on a mis en place des aides aux entreprises conditionnées qui permettent de fabriquer à terme 2 millions de véhicules électriques en France, 1 million de pompes à chaleur, des éoliennes, des panneaux solaires. On est en train de recréer les filières industrielles de Comment demain. vous expliquez, monsieur Lescure, que la Gigafactory à Dunkerque, vous savez comment ont voté les ouvriers? Ils ont voté Rassemblement National. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Dunkerque, on a détruit plus de 10 000 emplois ces 20 dernières années. On va en créer 20 000 dans les années qui viennent. 20 000. Mais les électeurs n'ont pas voté pour vous. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2017, à Dunkerque, Marine Le Pen, elle fait 30%. En 2022, elle fait 30%. Emmanuel Macron, il fait 17 en 2017. Il fait plus de 25 en 2022. Je pense que les gens sont en train de réaliser, ça prend du temps l'industrie, qu'on est en train de réindustrialiser ces territoires où la colère était partout et où l'espoir est en train de renaître. Moi, c'est pour ça que je souhaite qu'on ait cette majorité dans les 2 ans qui viennent, pour qu'on puisse continuer en clarté ce qu'on fait dans l'industrie auquel je travaille d'arrache-pied depuis 2 ans et qui est en train de fonctionner. Donc oui, moi j'ai envie de dire aux Françaises et aux Français, croyez dans notre capacité collective à recréer de l'industrie en France, de l'industrie verte, de l'industrie qui crée de l'emploi. Et oui, monsieur Coquerel, de l'industrie qui va créer de la prospérité, qu'on va partager. Parce que avant de redistribuer pas ce que vous avez fait des euros qu'on n'a pas... Pourquoi vous le feriez maintenant? Vous n'avez pas fait ça pendant 7 ans. Avant de redistribuer de la prospérité qu'on n'a pas, monsieur Coquerel, il faut la créer. Alors, excusez-moi, stop, non, parce que on comprend plus. Non, excusez-moi, on avance, parce qu'on a des questions. Monsieur Lescure fait une accumulation de fake news sur notre programme, sur ce qui est dedans. Fait une accumulation Vous faites pas 1% sur ce la qu'ils ont culture fait et on ne peut pas répondre. Pardonnez-moi, monsieur Coquerel. Non, mais je réponds juste sur un détail. Alors, dépêchez-vous, je voudrais qu'on soit concret pour les gens qui n'ont rien. Je dirais, parce que les choses aujourd'hui sont Donc vous décidez ce que vous faites ici, en fait, ce matin. Non, mais d'accord, mais vous laissez la parole. Non, pardonnez-moi, si vous voulez faire un décompte du temps de parole, je pense que vous êtes exprimé plus longtemps jusqu'à maintenant. Donc je vous demande d'être précis, allez-y. Je vous dis, au niveau de ce qui est annoncé, jeudi, notre programme sera annoncé. Et je vous le dis à l'avance, nous serons très loin des 300 milliards de dépenses annoncées, d'accord? Ils seront séquencés et vous verrez qu'il y a autant de recettes que de dépenses. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et qui ne touche pas 92% des Français au niveau des impôts. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans notre programme, au contraire, il y a le fait de se réarmer en termes de planification écologique, d'isolation thermique, de développement du rail, développement des énergies renouvelables, suivant ça les recommandations de M. Pisani-Ferry, qui était l'ancien conseiller économique de M. Macron. Et nous, à l'inverse de ce gouvernement, nous n'allons pas faire en sorte que quand on annule des crédits, comme ça a été fait au début de l'année, on les impute à plus de 1 milliard au ministère de l'écologie, alors que justement, il y a tellement besoin de transition. Et cette transition écologique, elle va créer de l'industrie, elle va créer des commandes. Justement, puisque c'est la bagarre des chiffres, et que vous annoncez des centaines de milliards de part et d'autre, etc., la France est confrontée à une dette colossale, 3100 milliards, un déficit courant de plus de 5% du produit intérieur brut. Je rappelle que les objectifs européens, c'est 3% pour 2027 et que notre trajectoire, a priori pour l'instant, ne nous y conduit pas. Est-ce que, oui ou non, vous conservez, si vous êtes reconduit à l'Assemblée nationale et à la majorité, cet objectif des 3%? Est-ce que ça veut dire que dans les mois qui viennent, vous allez continuer de dire aux Français, comme l'avait fait Monsieur le maire, nous allons faire des économies, il faut récupérer 10, 20, 40 milliards d'euros? Alors, d'abord, moi je pense que la meilleure manière, et là on sera peut-être d'accord avec M. Coquerel, de rétablir les finances publiques, c'est par le haut, c'est par la croissance, c'est par l'activité. Là où on n'est pas d'accord, c'est qu'ils considèrent que l'activité, ça se fait en arrosant la France d'argent public. Nous, on considère que ça se fait par la création d'emplois, par la création d'entreprises. Donc évidemment qu'il va falloir faire des économies, mais l'essentiel, il n'est pas là. Il faut qu'on puisse continuer à réindustrialiser. Et je le répète parce que c'est important. Vous faites quoi sur le nucléaire? Je ne sais pas. C'est pas clair. Entre M. Roussel, qui le développe, et Mme Tondelier, qui veut le fermer, c'est pas clair. Nous, on est très clair là-dessus. Non, moi, je vous ai posé une question précise, monsieur Lescure. Est-ce que vous investir. tenez les objectifs de 3%, qui sont les critères de Maastricht sur l'endettement? On les tient parce qu'on investit dans l'industrie nucléaire, l'industrie écologique, l'industrie de demain. Et oui, on les tient aussi parce qu'on fait des économies. 10 milliards cette année. On parle de 200, 300 milliards de dépenses supplémentaires. C'est faux. Et quand on fait 10 milliards d'économies, on nous dit qu'on est en train de mettre en place une politique d'austérité historique. Évidemment. Non, mais aujourd'hui, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, le remboursement des intérêts de la dette, c'est 52 milliards d'euros chaque année. Exactement. Le budget de la défense, c'est 44. Donc on rembourse plus les intérêts de notre dette que l'on met l'argent, par exemple, dans l'armée. Je peux vous dire que depuis une semaine, la charge de la dette, elle a un peu augmenté
Parce qu'effectivement, face à des programmes qu'il y a une annonce qui de n'ont dissolution. aucun sens, on prend 1% d'écart par rapport aux Allemands. Donc oui, effectivement, il faut être raisonnable, oui, il faut être économe, mais il faut aussi et surtout continuer à investir, continuer à attirer des entreprises, Monsieur Coquerel, sur la question de la continuer dette. à donner envie de France. Sur la question de la dette, outre le fait qu'on n'a pas 3 000 milliards de dettes à l'instant T, c'est pas vrai. C'est un stock sur à peu près 8 ans et qu'il faudrait le diviser. Je renvoie à ce que j'ai pu dire précédemment. Et il faut regarder la charge de la dette en pourcentage de PIB. Elle va augmenter, certes, mais pas au point de devenir ingérable. 110. Mais 110% du PIB. non, elle ne va pas augmenter. Non, vous cumulez Ça, c'est la plusieurs dette. choses. Ça, Je c'est parle la de la dette. charge de la dette. D'accord, la charge de la dette pas de la charge. va passer en gros. Bah oui, mais c'est ça qui est important. C'est ça qu'on rembourse. Le stock de la dette, la dette, elle roule. D'accord. Donc le stock de la dette, je vous le dis, ça va peut-être vous paraître aberrant, mais nous ne le rembourserons jamais parce que les emprunteurs, en réalité, viennent prêter à ce pays. Donc c'est la charge de la dette, elle ne va pas augmenter aussi considérablement. Mais ce qui était intéressant dans cette affaire, c'est que lorsque le gouvernement a proposé une loi de programmation il y a quelques semaines de ça, tout le monde, tous les économistes, toutes les institutions sérieuses, le Haut Conseil des finances publiques a dit que c'était pas crédible. Bon. Et Vous pourquoi avez c'est parlé pas crédible? d'insincérité. vous. Non, absolument pas. J'ai pas dit le mot non, mais insincère. vous, Moi, j'ai dit votre que c'était pas parti. crédible. Non, non plus. C'est Ah, pas si, grave. je l'ai Non, entendu. non. Bah, vous vous trompez. On a parlé de manque de crédibilité, comme l'a fait Moscovici, qui est le président du Conseil des finances publiques. Pourquoi? Parce que ce qui se passe depuis 2017, en dehors de la question des dépenses Covid, dont chacun peut dire qu'ils sont exceptionnels, c'est que la dette, elle n'est pas créée par le fait de plus de dépenses publiques, elle est créée par le fait de moins de recettes. Et même un économiste comme François Eccal, qui n'a rien d'insoumis, je peux vous assurer, qui est même plutôt libéral, l'admettait il y a encore quelques temps. Donc la question, c'est qu'on a appauvri l'État, on a fait 80 milliards en gros d'euros d'impôts en moins, et le problème, c'est que ces impôts, ils ont été mal baissés. Ils ont été baissés principalement pour l'avantage des plus riches et notamment du capital. Donc tout le problème, il est là. Donc si on veut faire en sorte de, j'allais dire, avoir moins de déficit, si ça c'est vraiment l'objectif, moi je pense qu'il faut être réaliste, on aura encore 3% de déficit à la fin en 2027-2027. Mais si on veut vraiment réduire les déficits et si on veut se donner des marges de manœuvre, parce que j'insiste là-dessus, on a besoin, notamment pour la transition écologique, tout le monde le reconnaît, de plus d'argent, eh bien il faut arrêter d'abaisser les recettes de l'État au profit de ceux qui n'en ont pas besoin parce qu'ils accumulent des richesses et produisent des inégalités qui rompent avec notre pacte républicain. C'est ce que ce gouvernement a fait pendant 7 ans. Et voilà ce que nous voulons rétablir. Alors, j'ai une question justement à ce sujet, puisque sans doute comme les gens qui nous regardent, j'entends beaucoup de choses d'un côté et de l'autre. Sur le fait que les capitaux des très grandes entreprises ou des très riches quitteraient le pays si jamais ils étaient surtaxés, ou en tout cas si les propositions que vous faites, par exemple ce matin, Monsieur Coquerel, entraient en vigueur. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vous demande chacun de nous expliquer la réalité en tout cas votre réalité sur ce sujet. Non, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que depuis 7 ans, ils arrivent les capitaux, les grandes entreprises internationales, elles investissent en France. Choose France, c'est tous les ans des dizaines de projets d'investissement d'entreprises internationales, des grandes entreprises pharmaceutiques, des grandes entreprises industrielles, des grandes entreprises chimiques, qui choisissent la France pour conquérir l'Europe. Ça, évidemment, avec ce type de programme où on dit, en gros, on taxe le matin, on taxe le midi, on taxe l'après-midi, on taxe les dividendes, on taxe les revenus, on taxe la fortune, on taxe tout ça et tout va bien se passer. Mais non, ça a forcément un impact dynamique. Alors, on va peut-être pas avoir une fuite généralisée, c'est peut-être pas 1980, même si le programme y ressemble, hein. On n'a pas encore les nationalisations dans le programme, mais je les ai entendues tout à l'heure. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux et celles qui choisissent la France ne la choisiront plus. Ceux et celles, j'en connais, ils m'élisent. Les Français qui vivent en Amérique du Nord, qui depuis 7 ans reviennent en France pour investir en France. Des entrepreneurs qui ont réussi à l'étranger, dont moi je suis extrêmement fier, reviennent en France. Je peux vous dire, ils me le disent. Je leur ai parlé hier, j'ai fait une visioconférence avec l'ensemble des électeurs d'Amérique du Nord. Ils me disent non merci, moi je reste là. Donc évidemment, il faudra l'assumer. Ça aura un impact sur l'économie, sur le coût de financement et sur la dette in fine, parce que la charge de la dette, vous l'avez dit, c'est les taux d'intérêt qui la déterminent. Si les investisseurs internationaux achètent moins de dettes françaises, évidemment elle sera plus chère, évidemment on aura plus de problèmes pour la rembourser. Vous savez combien les 175 milliardaires du pays payent d'impôts sur le revenu? Mais si, c'est intéressant. Mais c'est faux, chiffre, vous le savez bien. C'est pas faux. Mais bien sûr que si. C'est un chiffre qui est basé sur une étude de l'IPP avec Bercy, et même Bruno Le Maire le reconnaît. Monsieur Lescure, arrêtez avec des choses qu'on peut vérifier quand vous voulez. Il y a une étude qui a été faite par l'IPP, Institut des politiques publiques, avec Bercy.
D'accord, alors à moins que Bercy sorte des choses mais c'est en dernier, qui détermine que les 175 personnes les plus riches de pays, milliardaires, payent moins de 2% d'impôts sur le revenu. Pourquoi ? Parce que comme ce gouvernement a avantagé considérablement les revenus du capital, flat tax, ISF, ils ont migré la part de leurs revenus, de leur patrimoine, vers le revenu professionnel. Et donc, ils sont imposés à peu près, en gros, à hauteur, si on met ce revenu professionnel, de 25%. Les mêmes personnes, s'ils étaient assujettis à l'impôt sur le revenu, approcheraient les 50%. C'est une perte pour l'État de 18 milliards. Ce que je veux dire par là... Comment vous faites en sorte que ces gens-là ne partent pas alors, attendez, je veux répondre, mais c'est d'accord. Mais si on fait garder ces gens-là pour uniquement les nourrir financièrement, faire en sorte que ça ne rejaillisse pas sur l'économie. Il n'y a pas une étude sérieuse qui a été faite, y compris par France Stratégie, qui est sous l'égide de Matignon, qui voit des créations d'emplois dans ce pays à la hauteur des cadeaux qu'on a fait. Alors si on me dit, au risque que ces gens-là partent, finalement, il faut sans arrêt les accumuler. Le problème, je vous le dire, c'est que, et je vous ai redonné ce chiffre, les dividendes des rachats d'actions, depuis 2017, elles sont passées de 50 à 98 milliards. Le salaire moyen des Français, il a baissé de 5%. Ça, c'est plus supportable. Vous comprenez que dans une économie où on a besoin, en plus, que les gens gagnent mieux leur vie par leur travail pour consommer, pour faire de la consommation populaire, pour relancer l'activité économique, on ne peut plus se permettre de cadeaux fiscaux comme ça. Donc vous à dites quelques là où M. Macron disait il y a quelques... Ça devient surtout là où un M. problème pour Macron l'économie. parlait il y a quelques années de ruissellement... Mais ça ne marche pas. Vous dites ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de ruissellement. Là-dessus, c'est personne ne le voit. C'est important. Moi, je ne suis pas là pour défendre les gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Même si, je le rappelle en passant, LVMH, c'est 40 000 emplois en France, Kering, c'est 4 000 emplois en France. C'est des gens qui, pour l'essentiel, ont accumulé beaucoup de patrimoine parce qu'ils ont créé des entreprises. Ce qui crée du travail, parce qu'ils ont créé des entreprises qui emploient en France, qui rayonnent à l'étranger et qui exportent partout dans le monde. Mais la réalité de ce chiffre, que M. Coquerel passe son temps à asséner sur les plateaux, c'est qu'il est totalement faux. Il dit... Les gens qui gagnent beaucoup d'argent... Vous accusez mutuellement de fake news. Non, mais c'est pas une histoire de fake news. Mais je pense que les gens vont les été vérifier. montré. Il y a des articles des Échos, qui n'est pas le journal le plus, je dirais, le moins sérieux. Terminez, s'il vous plaît, monsieur Lescure. On dit les très riches payent 2% de leurs revenus. En France, jusqu'à preuve du contraire, on paye l'impôt sur les revenus qu'on reçoit, pas sur du revenu théorique qui reste dans les entreprises, qui sont évidemment, eux, taxés sur l'impôt sur les bénéfices. Ces gens-là qui touchent des revenus payent le PFU, le prélèvement financier universel sur le revenu du capital, et l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune. Monsieur Lescure, moi, j'ai pas convenir d'une chose. Non, mais j'ai pas de sujet sur le fait qu'on pourrait peut-être envisager une taxation un peu. Non, mais laissez-moi finir. Je vous ai laissé terminer. Je vous pose une question. On peut éventuellement envisager. Non, ça serait normal que les revenus du capital soient imposés comme le travail. Mais Monsieur Coquerel, ce que je dis, est-ce que vous trouvez ça normal ou pas ? Évidemment. La taxation des hauts revenus, elle se fera au niveau européen ou elle ne se fera pas. Le temps qui vous est imparti est terminé. Juste une toute dernière question rapidement pour vous, Monsieur Coquerel, puisqu'on apprend à l'instant, Olivier Faure dit que si jamais le Front populaire s'impose, il demande un vote pour déterminer qui devra être, je vais y arriver, Premier ministre. Je pense que le vote, ça sera le suffrage universel des Français. Moi, je suis d'accord avec lui. Toutefois, il avait proposé que ce soit le principal groupe d'où vienne le Premier ministre. Je suis assez d'accord là-dessus. Là, ce matin, il parle d'un autre type de vote. Je sais pas, il parle du vote des Français. Donc, voilà, je suppose. Non, mais vous me faites réagir. Il y a le suffrage universel qui va déterminer quel est le plus gros groupe, et le plus gros groupe donnera le Premier ministre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir accepté le débat de ce matin.